Depuis ses débuts à la télévision à Sherbrooke, la bébite télévisuelle qui est Jean-Luc Mongrain fascine les Québécois. Rencontre avec un homme au regard unique. Jean-Luc Mongrain, légende de la télévision québécoise. Bienvenue au Franc-Tireur. Merci. Légende, c'est comme si c'était terminé. Légende vivante. Toujours. Vous n'êtes pas à la télévision cet automne. Non. Vous faites autre chose. Est-ce que vous vous libérez du personnage Mongrain? Ah, ça, c'est moi. Hein? C'est moi, tu vas t'en rendre compte? Il n'y a pas de différence. Bien, pas de différence. Et les choses sont peut-être mises en exergue davantage, peut-être mises avec un peu plus de volume, mais mes convictions, mon sens de l'indignation, ce que je considère inacceptable, ça demeure vrai, la gestuelle demeure vraie. Je me suis coupé la moustache, mais je ne peux pas me dégreffer les yeux. C'est pas un peu tannant d'être Jean-Luc Mongrain? Moi, j'ai étudié en théologie. Fait que si j'avais voulu aller à Saint-Benoît-du-Lac chez les moines, puis que personne me parle, puis que le silence soit ma réponse, j'aurais fait ça. Ça vient avec. Tu ne peux pas solliciter la proximité avec le public. Puis après Et vous avez été un maître de la proximité. Oui. Vous avez inventé le genre. Vous avez 17 ans ou 35 ans. Vous voulez retourner à l'école? Voici l'équipement que ça vous prend. Baisse. Des pétoufles. Oui, madame. Des pantoufles! La façon dont moi j'ai fait la télévision, je pense y avoir donné une certaine chaleur, alors que la télévision, on avait toujours une distance. On était... Alors, je pense d'avoir fait ça. En tout cas, peu importe. Mais donc, quand tu crées cette proximité-là, puis que tu l'as, tu peux pas, parce que le poste est fermé ou que tu es ailleurs, penser que les gens ne te voient pas. Les gens t'approchent puis disent « Oh, ça arrive des fois, ils disent « Oh, allô? Oh, excusez, je pensais que je vous connaissais, mais là, je vous reconnais. » Tu sais? Mais ça faisait partie de la famille. Ça vous dérange jamais? Chez nous, j'aime pas ça. À la maison. Ding-dong, bonjour. Ça, c'est mon dossier. Pouvez-vous regarder ça pour mon beau-frère? Ben oui. Hein? Ben oui. Ding-dong, les gens arrivent à votre porte. Un matin, il faut que je te raconte ça, parce que c'est ma femme qui est bouncer. C'est ma femme qui est doorman chez nous. Et Linda, elle me réveille. Il est 6h30 du matin. Elle se lève, elle, puis elle regarde dehors, toujours, c'est l'habitude. Elle me réveille. Elle dit, il y a un auto dans le cour. Je dis, pardon? Elle dit, il y a un auto dans le cour. Elle dit, tiens-toi au bord du téléphone, on ne sait jamais. Alors, elle descend. Elle ouvre la porte. Il y a un gars qui dit, ouais, ben là, je voulais pas le manquer. Je viens parce que j'ai un problème. OK, pas je m'excuse de vous déranger, madame. Non, je voulais pas le manquer. Vous avez été caricaturé, raillé, Critiqué. critiqué. Ben oui. Pauline Martin a fait de moi une imitation extraordinaire. Oui, très juste. Ouais. Elle a fait avec Mongrain ce que Dominique Michel a fait avec Chartrand. Elle a tellement bien campé le personnage et la caricature était tellement extraordinaire que toute personne méchante qui aurait eu des velléités de m'imiter et qui peut-être l'ont fait n'était que la pâle copie... Imitation de l'imitatrice. De l'imitatrice. Alors, il ne réussissait pas à atteindre. Tu regardes ça, tu dis, es-tu mauvais? Tu sais, c'est quelqu'un qui essaye de faire Pavarotti parce qu'il pense qu'il y a une voix dans sa douche. Voulez-vous bien me dire que c'est qui attendent pour mettre du papier de toilette qui a du bon sens dans les toilettes publiques? J'aimerais ça, moi. J'aimerais ça y aller des maisons des propriétaires, hein, des toilettes publiques. J'aimerais ça toucher le papier de toilette, hein? Je suis sûr que c'est pas le même papier sablé qu'ils nous mettent dans les toilettes de leur building. Quand vous étiez petit, vous avez raconté que, étant tout petit, bâti sur un frame de poulet, comme vous avez dit, vous étiez un peu souffre-douleur. C'est une forme de bullying dont vous avez Ça été n'existait victime. pas, mais ça existait. C'était ça. C'était ça. Ben oui. Comment ça vous a formé? Est-ce que ça a formé le justicier des ondes, le Robin des Bois? Chez des gens, ça peut les écraser, les rendre timorés et en retrait. Pour moi, ça n'a pas fait ça. Et ça, je dois dire que c'est grâce à mes parents. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, hey, revire d'abord. La pédagogie de cette époque, il y a 50 quelques années... On n'appelait pas les psychologues. Non, on n'appelait pas les psychologues. Moi, je me souviens, une fois, mon père il a dit, garde, revire-toi de bord, pas une idée de vitesse, puis donne-y un bon sur le nez. C'est épouvantable. C'est indisible aujourd'hui. On ne peut pas dire ça. Mais moi, ça a fait développer chez moi d'autres qualités argumentaires que la violence. Parce que la violence, c'est l'argument de ceux qui n'en ont plus. Quand tu essuies ça, puis que tu es sans défense parce que tu as 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à 30, toute critique de quiconque
et bien pensant, qu'il soit de la radio, de la télévision ou du journal, ça fait moins de quoi. Des duotangs! 17 duotangs! 17! 17 première année! On a des journalistes de profession depuis 40 ans, ils n'ont pas un maudit cartable! Dernier passage à LCN, 3 ans. Oui. Vous aimeriez faire autre chose, mais est-ce que le public, est-ce que les boss de télé sont prêts à ce que vous soyez autre chose? Ah ben si on parle de l'industrie de la télévision, c'est curieux. Parce qu'un téléroman, si tu veux faire 1 million de codes d'écoute avec, tu sais très bien quoi faire. Ça prend une blonde, ça prend une brune, puis ça prend un gars, puis ça prend un triangle amoureux. 20 ans après, tu te dis, ça serait le fun de faire un téléroman. OK, t'engages une brune, t'engages une blonde, t'engages un gars, puis il y a un triangle amoureux. Alors, il y a en fait, il y a un certain conformisme dans la télévision. Absolument. La télévision n'est pas très éclatée, à mon sens, à quelques exceptions près. Mais, donc, probablement dire, mon grain dans d'autres choses, je le vois pas. Mais vous avez dit, justement, je veux faire du terrain. Vous avez été très marqué par votre expérience terrain dans les inondations en Montérégie. Moi, aller voir le monde, j'aime ça. Minou, qu'est-ce que tu fais? Il s'appelle Zorro, pareil comme le mien. Minou, viens-t'en, reste pas là, Minou. Viens-t'en. Pensez-vous que le monde veut vous voir faire ça? Moi, je pense que les gens veulent vous voir faire des montées de lait sur des tickets données à des gens qui nourrissent. Patrick, on peut-tu régler une affaire? Montée de lait, je suis plus capable d'entendre ça. Parce que... C'est une belle expression, je trouve. Ah, pas moi. Non. Non, une montée de lait, ça appartient à la maternité, ça appartient à la dimension nourricière des enfants, ça appartient pas à la colère. C'est, à mon point de vue, une distorsion de la réalité d'utiliser cette expression « une montée de lait ». Je n'en fais pas, je n'en ai pas, et je ne donne pas le sein. Maintenant, si tu dis que je me fâche, puis que je suis soupe au lait, je vais accepter ça. Pourquoi les gens voudraient un autre Mongrain terrain? T'as raison. Peut-être qu'ils n'en veulent pas. C'est peut-être moi qui est usé ou fatigué de faire ça, bien que je sois capable de le faire demain matin. J'ai aucun problème avec ça. C'est moi qui vais essayer d'autre chose. Je veux essayer autre chose. Si ça marche pas, on est chez nous, là. Il n'y a aucun problème. J'avais pas de plan de faire de TV, moi, il y a 30 ans. Alors, j'en ai pas plus, là, d'en continuer, là. Avez-vous peur d'être oublié? D'être quoi? Oublié. C'est une relation factice, la relation de l'auditoire et de la personnalité télé. Artificielle. Oui, c'est pas... Ils me connaissent pas. Je les connais pas. Donc, vous n'avez pas peur d'être oublié en tant que personnalité de télé. Ça pourrait être la fin, là. Ben, ça vous dérange pas? Non, parce que... Mais vous avez passé 30 ans à télé. Oui, mais mon identité passe pas par là. Moi, si tu me demandes ce que je suis pas un animateur de télé, c'est ce que j'ai fait. Et les problèmes de la vie des gens, c'est souvent, ils prennent l'importance que leur chaise occupe. Et, je veux dire, quand t'es plus dans ta chaise, là, t'es plus dans ta chaise. Il faut là que tu y penses avant. Si tu penses que tu es la fonction que tu occupes, tu oublies d'être quelqu'un préalablement, pendant et après. Moi, j'ai d'autres références dans la vie que le fait de dire « je suis en onde à telle antenne, de telle heure à telle heure, et je fais ça ». Je ne suis pas ça. Je suis quelqu'un qui fait ça. Et ça, c'est, pour moi, fondamental. Mais vous détonnez de ce que je connais de plusieurs personnalités télévisées. Qu'est-ce qui fait que vous en êtes pas esclave de cette chaise-là? Parce que j'ai jamais voulu faire ça dans ma vie. C'est pas ça que je cherchais. J'ai entendu dire ça. C'était il y a 30 ans. Mais maintenant, vous avez fait ça pendant 30 ans. Oui, mais je suis toujours demeuré avec l'idée que ça vient qu'à finir. Un joueur de hockey, ça vient qu'à finir. Donc là, vous êtes en train de me dire que Jean-Luc Mongrain n'a pas d'ego. J'ai été opéré pour ça, moi, en même temps que l'appendice. J'ai dit, gars, enlevez-moi ça, la grande opération. Pas d'ego. Ben, j'ai un ego parce que tu peux me blesser. Mais j'ai pas cet ego qui vient, semble-t-il, avec la notoriété, et j'aime pas le mot, mais certains védétariat ou reconnaissance médiatique. J'ai pas ça. Regarde, ça marche pas, ça marche pas. Ça fait pas ici, ça fera ailleurs. Mon nom, c'est Joe Meyer. Et ça, c'est ma nature, je pense, fondamentale d'enfant unique. Je pense qu'être enfant unique, ça fait de la corne. Pourquoi? Parce que tu t'arranges tout seul. Parce que tu joues tout seul avec tes petits soldats de plomb. Parce que tu joues tout seul avec tes Dinky Toys.
Parce que quand tu as un problème, si tu en as un, j'ai pu souvenir et conscience de ça, tu te le racontes à toi-même ou tu serres ton toutou. Et donc, pour moi, ça a créé comme un genre de sensibilité aux autres, mais un genre de flegme en rapport avec mes propres blessures, parce que je ne peux pas dire que j'en ai pas, je dois certainement en avoir. Mais je gère assez bien ça. Est-ce que c'est dur de vieillir à la télé, sous l'œil du public? Non. Moi, ça me... Écoute, je n'ai pas pensé à ça, pas en tout. Moi, là, je comprends-tu que quand ils m'ont engagé, je savais pourquoi, là? C'était pas parce que j'avais de l'air, là. Mais j'ai pas bâti ma carrière là-dessus, là. Ouais. Comprends-tu? Fait que moi, là, les yeux exorbités, Meg, une moustache qui pesait 8 livres, moi, j'en pesais 132. On s'entend dessus que ça n'a aucun rapport. Avec la TV, comme on... Mais c'est anti-télévisuel, dans le fond. Fait que, dans le fond, c'est cet contre-usage-là qui a fait en sorte que... Alors, donc, c'est pas parce que j'avais de l'air qu'ils m'ont engagé, c'est sûr. T'aurais été engagé avant moi. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, t'es cute. Jean-Luc Morin m'a dit que j'étais cute. Ben oui, t'es un beau garçon, ça. Moi, je pense que c'est un bel homme. Donc, on vous verra pas chez le chirurgien plastique pour des facelifts, pour étirer la carrière TV, pour plaire au public? C'est plutôt à l'envers. Tu sais pourquoi j'avais une moustache? Parce qu'à 23 ans, j'étais directeur des nouvelles d'une station de radio à Sherbrooke. Alors, je me suis laissé pousser une moustache pour me donner une certaine... Prestance. Ça a marché? Ben, ça a marché, je sais pas. Moi, dans ma tête, à moi, ça a marché, mais je veux dire, quand j'ai rencontré Linda, mon épouse, mes enfants m'avaient jamais vu pas de moustache. Puis pourtant, un été, j'ai décidé de couper ça pour l'été, parce que Linda a dit, t'as des belles lèvres, elles sont bien dessinées. Un choc. Alors, j'ai coupé ma moustache un samedi matin. Et vos enfants ont capoté. Mais ils m'ont pas reconnu. Je vais te conter quelque chose. Dans cet épisode de moustache, TVA fait une campagne promotionnelle. J'arrive au tournage de la promotion et je suis là, puis j'attends mon tour. Là, les recherchistes ou les gens de la production ou l'assistant disent « Monsieur Mongrain, est-il là? Monsieur Mongrain, est-il là? » Il passe devant moi. Elle dit « Avez-vous vu Monsieur Mongrain? » Je dis « Ici. » Elle m'a pas reconnu. Et là, ils n'ont pas fait la promo. Parce que j'avais pas une moustache. Hein? Je te jure, ils n'ont pas fait de la promo avec moi parce que c'est pas la moustache. Parce que là, ils ont dit « C'est pas vous. On va vous en coller une. » Non. Quoi? Arrête. Ils voulaient vous en coller une? Non. On fake rien, comprends-tu? Je te jure. Je retourne à Sherbrooke, à North Atlee, où je demeure. J'ai reçu un appel. Ils sont descendus à 3. Le directeur des programmes, le gars de la promotion et des communications et le patron immédiat, ils sont venus essayer de me convaincre de dire « Jean-Luc, tu peux pas. Ton image, c'est la moustache. » Mais j'ai pas accepté de le faire. Alors, ils ont dit « Le monde change, mon grain change. » C'était le slogan pour la campagne. Moi, des fois, là, je regarde ça et je dis, en réalité, pourquoi ça fait qu'on fait pas un show rien que de conneries de même? J'aime ça des fois en faire aussi. Vous allez dire, pourquoi vous prenez du temps d'antenne précieux pour ça? Parce qu'il y a des sans-dessins qui nous forcent à dire qu'ils n'ont pas de bon sens. Après la pause, la suite de cette conversation avec Jean-Luc Mongrain. Dans votre période Mon grain de sel, vous étiez un défenseur de la veuve et de l'orphelin. Ouais. Je trouve qu'au début, vous étiez vraiment là-dedans. Les cas très spécifiques. Et vers la fin, plus macro, plus éditorialisant. Ouais. Et ça, est-ce que c'était pas votre meilleure période, non. La période Mon grain de sel? Non. Et c'est moi qui ai décidé de la faire autre et d'amener ça ailleurs. Ça coûte 15 piastres une lettre d'avocat pour une pièce 33. Les Autochtones nous doivent 2 millions, puis tu vas nous faire une entente intelligente comme ça, Hydro. Puis tu collectes une pièce 33. Mais vous êtes des caves! Les branches, on s'en va à pause. Oh, appelez Mongrain, il va nous régler ça. Oui, mais avez-vous appelé, vous, au bureau de l'assurance chômage? Oui, non. Mais là, fais ton bout. Et là, j'avais l'impression de devenir comme celui qui empêchait les gens de se prendre en main alors que je le souhaitais à toutes les fois. Alors, j'ai dit, il faut arrêter parce que ça n'a pas de sens. Il faut que les gens posent leurs gestes et fassent leur effort. En même temps, ça a été l'occasion de passer, oui, à une formule plus politique, plus sociale, et non pas de Monsieur SOS. Ça, c'est l'organigramme de ceux qui s'occupent de l'avenir de votre enfant, madame.
Oui, montre-le au complet. Fais-moi disparaître. Garde-moi ça. Garde-moi ça. Ça n'a aucun bon sens. La ministre est ici. Votre enfant, suivez-moi. Il est ici, vous allez le voir, là. Il est direct là. Suis-moi, je suis en bas. Je suis en bas de l'échelle. J'ai bien aimé quand on a questionné les systèmes, questionné les politiciens. Moi, j'ai énormément de respect pour l'autorité. Ça peut paraître drôle. Oui? Énormément de respect pour l'autorité. Et c'est pour ça que je la questionne beaucoup. Ceux qui sont en autorité, eux doivent être questionnés parce que avoir la responsabilité de gérer nos vies collectivement, c'est une lourde responsabilité. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. Et c'est pour ça que je questionne beaucoup le pouvoir, mais j'ai beaucoup de respect pour ça. Le crime remonte à 2006. Ça fait-tu longtemps? Ça fait 3 ans. L'individu fait face à des accusations d'avoir nourri un écureuil. La police se fait éliminer, a aperçu un homme de 58 ans en 2006 par une journée d'automne assez frisquette, lancer des pinottes à un écureuil. On n'est pas au Kenya, c'est pas un lion. Il reviendra pas, l'écureuil. C'est le même, c'est des rats avec des grandes queues. Et c'est les citoyens qui payent. Le juge, l'avocat de la couronne. Pour avoir nourri un écureuil, tu sors de la police, t'es dangereux. Est-ce que l'argent, c'est important? L'argent, pour moi, c'est un moyen d'indépendance. Je suis confortable. J'ai réussi à travers 50 ans, et même avant la télévision, même avant que la télévision arrive, à m'assurer une certaine autonomie. À 14 ans, j'ai vendu une fanfare. J'ai acheté une fanfare, puis j'ai revendu les instruments de musique. Bon, j'avais... Vous êtes plus businessman à 15 ans, que à 15 ans, moi, j'avais 10 000 $ dans mes poches. À 15 ans. Pour ça, l'époque. c'est il y a 45 ans, ça. Donne-moi un enfant de 15 ans qui a 10 000 $ dans ses poches parce qu'il a fait commerce. Bon, à 9 ans, j'avais un restaurant, je vendais des Mae West puis des paquets de cigarettes aux gars qui construisaient le chantier de construction chez nous. J'ai toujours aimé ça. Alors, si j'ai été curé, à la quête, ça a marché, là. Mais c'est pas très québécois que d'être hyper focusé sur les affaires comme ça. Ben, moi, je pense que ça devrait être québécois. Tous les gens qui réussissent et qui ont un succès ne l'ont pas nécessairement fait en pilant sur les autres. Pas nécessairement. Et on a cette tendance à dire, ben oui, mais on sait bien. Lui. Mais non, mais on sait bien. On lui. sait bien. On sait bien. Ça, c'est un patois bien québécois. Ah ben oui, on sait bien. Énigmatique, mais qui veut tout on dire. sait bien. Fait que là, c'est le fourre-tout. Ça, dans on sait bien, là, On est jaloux. on a un inconfort avec le succès des autres. Et quand on réussit aujourd'hui au Québec, madame, on prend le Cadillac qu'on pourrait se payer, puis on le cache dans la cour parce qu'on doit être des crosseurs si on a fait de l'argent. Puis aux États, devant un shop, le propriétaire, il est fier de le mettre devant la bâtisse. C'est notre médiocrité, madame. Et quand des gars réussissent à l'étranger comme Rock Voisine, on se demande pas s'ils sont bons chanteurs, y est-tu fifi ou s'il l'est pas. J'ai lu une entrevue de vous où vous disiez que votre père avait jamais eu le choix dans sa vie. Exact. Mon père m'a dit, la véritable liberté, Jean-Luc, c'est d'être capable de dire non. C'est facile de dire oui. Mais la véritable liberté, c'est d'être capable de dire non. Et je pense, tiens, je vais te faire de la politique un peu, t'aimes ça? Je pense que si on posait la question sur l'avenir du Québec, une question qui exige un non comme réponse, on l'aurait. Voulez-vous demeurer dans un pays qui ne considère pas votre différence, qui ne considère pas vous aussi, non, je ne veux pas rester dans un pays comme ça, eh bien, il vous reste un choix, c'est la souveraineté. Si on inversait oui et non, ça passerait. Évidemment, tout le monde veut entrer par le positivisme. Mais la première fois que tu as manifesté ton indépendance envers tes parents, c'est quand tu as dit « Non, je ne rentre pas à 8 heures. Non, pas. Non, ma. » Le non est une manifestation de l'autonomie. Donc, quand vous dites à un diffuseur non, vous revendiquez votre liberté, là. Honnêtement, les diffuseurs ont une tendance à avoir un sentiment de propriété assez élevé. Donc, mon animateur, ma possession, mon produit. Je t'ai créé, puis Je t'ai créé. je vais te donner ta chance. C'est moi qui t'ai mis au monde. J'ai déjà entendu ça en 30 ans de métier. Alors, regarde, tu m'as pas mis au monde. Tu as eu
aucune contraction. Peut-être que je t'en ai donné par ailleurs, mais tu n'as eu aucune contraction. Aucune montée de lait. Aucune montée de lait non plus. Vous êtes débarqué chez Québécois il y a 3 ans, un retour. Et là, c'était pas le même TVA, LCN que vous aviez connu. Ça fait partie d'un empire. Quand je suis parti, LCN n'existait même pas. À quel moment est-ce qu'il y a un danger de devenir le produit d'une entreprise multimédiatique, multiplateforme? Peut-être le 4 avril dernier. Quand vous êtes parti? Ben oui, parce que là, le journal, le blog, le Twitter... Alors là, on voulait que je blogue régulièrement. On voulait que je fasse du Twitter. On voulait que je fasse du journal. On voulait que je fasse du TVA et du LCN. J'ai dit, c'est pas de ça. Non. Alors, c'était ça. J'ai juste dit non. Ce que je trouve injuste à votre égard, c'est quand on dit que vous êtes populiste. J'en veux pour preuve un vieil extrait YouTube qui date de votre époque à Sherbrooke où vous avez fait quelque chose d'extraordinaire. Vous avez remis à sa place une dame qui appelait pour se plaindre des immigrants. C'est pas la faute des nègres, c'est pas la faute des Arabes, c'est pas la faute des Tamouls. C'est notre propre faute que nous avons créé présentement une société qui a rien là, qu'est-ce que ça donne, je m'en fous, dans mon cul, et continue, et ça va continuer comme ça n'a pas de bon sens. Pourquoi? Parce que nous avons entretenu la médiocrité. Ça vaut pas la peine de s'abonner. Bien, il y a d'autres choses aussi. Est-ce que vous trouvez que les Québécois sont pas si ouverts que ça face à l'autre? Je pense que nous ne sommes pas tellement ouverts en rapport avec les autres. Puis je peux le comprendre historiquement, sociologiquement. Je ne suis pas convaincu qu'on est très ouvert envers nous-mêmes. On a un rapport difficile avec l'argent. On se fait des classes et des groupes facilement. Je pense qu'on a perdu le sens de la citoyenneté. Je pense qu'on ne sait plus ce que c'est qu'un citoyen. Et à quelque part, je pense que l'État, avec les multiples services et la façon de prendre soin de l'intérêt public, a morcelé notre société. Donc, je sais qu'est-ce que c'est qu'un prestataire de l'aide sociale. Je sais qu'est-ce que c'est quelqu'un qui a les critères pour être en loyer modique. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un prestataire de l'assurance maladie. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un chômeur. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un sans-abri. Je sais qu'est-ce que c'est qu'un bourgeois. Je sais tout ça. Mais qu'est-ce qui nous recoupe? Qu'est-ce qui est le dénominateur commun de notre appartenance à un territoire et à une société? Ça, je pense qu'on l'a perdu, ce sens-là. C'est comme vous, allez dans leur pays, ils vont dire on veut pas de blanc ici, nous autres, retourne-toi dans ton pays. Non, madame. Ils en font trop rentrer ici au Québec. Non, madame. Cet argument raciste nous referme sur nous et nous empêchera d'avoir ce qu'il faut comme levier pour être capable d'être compétitif et au niveau du monde. Ces dernières années, il y a eu des dérives, des délires par rapport aux accommodements raisonnables, par rapport aux immigrants. À quel moment est-ce qu'un commentateur franchit la ligne entre la scène critique et mettre de l'huile sur le feu? Au moment où il pense qu'il est plus important de se faire une popularité que de débattre d'une question de société. On ne peut pas vivre et prétendre à la mondialisation et au village global et penser que nous n'aurons pas à nous accommoder de différences. Est-ce que ça veut dire, pour autant, abandonner ce que nous sommes? Non. Je pense que bien assumer ce que nous sommes nous permettrait de mieux saisir ce que sont les autres. C'est difficile, c'est comme de la schizophrénie, ne pas savoir qui on est et penser qu'on ne sera plus ce que l'on est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Écoute, c'est fatigant, là. On manque d'assurance. Ah, bien sûr qu'on manque d'assurance. Dans tout le débat sur les accommodements raisonnables, on manque d'assurance. Crucifix, hijab, on manque d'assurance. Je sens qu'on a un complexe d'infériorité. Parce que nous avons une laïcité non assumée. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, on va à l'église 3 fois dans l'année. Et puis, c'est plus beau faire une photo de noces dans un allée avec des dorures en avant que devant un bloc de ciment du palais de mais il justice. faut faire le cours de préparation au mariage, semble-t-il. Et pourquoi Quand pas? même. Et pourquoi pas? Embarquerais-tu dans une affaire sans savoir? J'irai pas me marier à l'église. Ça, c'est possible. Mais est-ce que tu jouerais le jeu d'aller à l'église parce que c'est plus beau? Il faudrait que je sois bien en amour. Alors, je suis le pasteur et je sais que tu t'en viens me jouer la comédie. Tu viens rire de moi et de
vision des choses en disant, « Regarde, bébé, fais ça vite, ça dure une demi-heure, ça coûte-tu 100$? Oui, c'est plus beau, les photos, en bac dedans, vous pouvez venir prendre des sandwichs. » Moi, je suis un gars qui consacre sa vie à ma foi et j'ai pas le droit de te poser une question, de dire, « Qu'est-ce que t'en penses, toi, du petit Jésus? » J'aurais pas le droit de faire ça, moi. Mais toi, tu peux utiliser mes institutions parce que, by the way, ça peut être un passeport. C'est, en fait, Pascal, tout aussi bien du croire. Si ça marche, je serai dans la bonne équipe. Puis si ça n'a pas marché, c'était pas bête comme valeur à véhiculer. C'est Pascal. Jean-Luc Mongrain, merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Patrick. Très intéressant. Réciproque. OK. Ciao.